Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 21e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Ça se resserre les amis, ils ne sont plus que deux à porter haut l'étendard de notre site. L'Uruguay de Jérôme Le Signe, que nous rejoindrons du côté de Nijni Novgorod pour prendre la température de la Céleste, et le Brésil de Marcelin Chamoin, sur lequel nous nous pencherons ensuite avec le susnommé Marcelin, pour faire le point avant le duel face au Diable Rouge. Enfin, Nicolas Cougo nous contera dans son histoire du jour le destin d'Afonsinho qui fait passer Socrates pour Aristote. Mais tout d'abord, commençons cette émission en retournant à Bogota pour accueillir les héros cafeteros avec Pierre Gerbeau et revivre avec lui une bien belle liesse populaire. Bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de l'autre Coupe du Monde. Comme vous savez, la Colombie a été éliminée de la Coupe du Monde après sa défaite en huitième de finale contre l'Angleterre. Mais aujourd'hui, ce jeudi 5 juillet, la sélection arrive à Bogota pour être reçue par les supporters colombiens. Et pour vous situer un peu le contexte, il va y avoir une parade en bus le long de la grande avenue, l'avenue El Dorado, qui va à l'aéroport et les Colombiens vont parader, les joueurs, le staff de la sélection va parader en bus. Et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a déjà beaucoup de supporters tout au long du parcours, alors que les joueurs devraient passer dans quelques minutes, et beaucoup de banderoles sur les ponts piétons avec par exemple "Este sueño no termina", ça veut dire "ce rêve n'est pas terminé", avec Mina écrit en bleu pour saluer la performance du défenseur central. Et il y a beaucoup de gracias, on voit beaucoup de banderoles de drapeaux aussi sur les ponts piétons. C'est une belle ambiance. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, beaucoup de klaxons. Hein. Il y a aucune animosité. Tout le monde a le maillot de la sélection ou presque. Et il n'y a donc aucune animosité comme on a pu le voir hein, envers qui que ce soit, ni Uribe, ni Baka. Très bonne ambiance. Il est midi 48 ici à Bogota, et donc en fait là les gens sortent tout simplement parce que c'est la pause déjeuner au travail, donc ils attendent tous avec impatience le bus de la sélection, et je suis à côté d'un supporter qui s'appelle Jairo, et je vais lui demander tout simplement pourquoi c'est important d'être ici. Jairo, ¿sí? ¿Por qué es importante estar acá hoy? Ok, es importante porque ellos hicieron mucho para estar allí representando a Colombia a nivel mundial. Pues es una pequeña muestra de cariño, de aprecio, de valorar eso que hicieron por nosotros, aquí estar el día de hoy dándoles el apoyo así hubiesen salido del mundial. Donc, je lui ai demandé pourquoi c'était important d'être ici. En fait, il m'a tout simplement expliqué que ils avaient été là-bas, ils avaient représenté le pays, et donc être ici à les recevoir, c'était tout simplement une petite démonstration et un petit remerciement tout simplement envers la sélection. Y una pregunta, en Francia hoy hablaron de las amenazas contra Uribe y Vaca, recibieron amenazas de muerte, y en Francia hablan de eso como si fuera la Colombia de los 90.
puedes decir, es una tontería. Yo digo que es una tontería, así como muchas veces se ha perdido y vemos a gente desadaptada a través de redes sociales, pues tratando mal a los directores técnicos de otros equipos a nivel mundial. Pero yo creo que es una tontería que Colombia no es la misma de los años 90, que hemos cambiado, somos personas mejores que los de antes. Donc j'ai tout simplement demandé expliquer qu'en France on avait fait le parallèle entre les menaces reçues par Mateusz Uribe et Carlos Bacca, et en faisant le parallèle avec la Colombie des années 90, j'ai demandé ce qu'il pensait, si c'était une connerie ou si c'était vrai, et il m'a tout simplement dit que c'était une connerie, qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, après une défaite, beaucoup de gens déverser des messages un peu n'importe comment contre n'importe qui, l'entraîneur ou les joueurs, mais que c'était conneries, que la Colombie d'aujourd'hui n'est certainement pas la Colombie, que la Colombie des années 90 n'est pas la Colombie d'aujourd'hui, et que les Colombiens sont des bien meilleures personnes. Listo, gracias. No, listo. Après avoir circulé dans les rues de Bogota, les 21 joueurs colombiens et le staff, seuls James Rodriguez et Miguel Borja manquent à l'appel. James est en Espagne pour soigner sa blessure et Miguel Borja est déjà rentré avec son club de Palmeiras. Ces joueurs vont aller au Campín où le stade plein les attend pour plusieurs animations, des concerts, une présentation au public, et nul doute que l'accueil sera évidemment très chaleureux pour un retour un peu trop tôt, mais un retour salué comme il se doit au pays. Partons maintenant sur les bords de la Volga prendre des nouvelles de Jérôme et de ses Uruguayens. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Eh ben écoute, nerveux. Nerveux, et oui, nerveux je comprends, puisque ton petit cœur de supporter doit être tiraillé entre ta nationalité, ta mère patrie, et ta patrie footballistique d'adoption, l'Uruguay, puisque l'Uruguay, ton Uruguay, ta Céleste, va rencontrer l'équipe de France dans son quart de finale. Mais ce qui nous intéresse, avant de parler du match avec toi, puisqu'on le sait, tu suis tous les matchs de la Céleste de cette Coupe du Monde en Russie, dans le stade. Tu es donc arrivé à, je vais essayer de faire l'accent, Nizhny Novgorod, pour suivre ton quart de finale de demain. Comment est l'ambiance à Nizhny Novgorod ? Eh ben écoute, formidable. On est arrivé ce matin, en effet, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, en train. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est à portée de tir de Moscou, puisqu'il y a 400-500 km. Et que par rapport aux distances en Russie, par rapport aux distances qu'on a fait jusqu'à présent, c'est juste à côté. Donc on est arrivé en début d'après-midi, après avoir traversé quelques forêts et quelques zones industrielles avec ce train. Et écoute, tout se passe bien. Il y a une belle ambiance, parce que c'est une assez belle ville, pour le coup, avec son vieux Kremlin dans le sens fort qui protège le long de la Volga, qu'on retrouve après l'avoir déjà vu à Samara. C'est une sorte de Bastide, un Kremlin en russe. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que le Kremlin est pas... Il y a le Kremlin de Moscou qui est connu, évidemment. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont des Kremlins, notamment les villes du Cercle d'Or autour du Moscou, ou ici, Nizhny Novgorod, alors je ne sais pas si ça fait partie du Cercle d'Or, mais qui est une ville du moins à proximité de Moscou. Et en effet, qui a ce fort de protection
euh, qui entoure la vieille ville, donc ça donne une ambiance un petit peu médiévale. Et dans tous les cas, il y a une bonne ambiance de toute façon, parce que la ville est envahie de supporters uruguayens. Envahi de supporters uruguayens, mais c'est un match un peu particulier, on ne peut pas le cacher pour Lucarne opposé, puisque nous sommes quand même un site francophone, pas seulement français, mais francophone, et c'est contre la France que va jouer l'Uruguay, et du coup, comment se passe la cohabitation avec nos compatriotes, nos chers compatriotes? Formidablement bien, parce qu'à part une petite dizaine de supporters français, quand même, on n'a pas vu on n'en a pas vu beaucoup. On a vu le fameux Clément d'Antibes, qui est bien là, fidèle au poste, avec quelques amis. On a vu d'autres un petit supporters, heureusement un petit peu plus jeunes, dans le centre-ville. Mais malgré tout, bon, il n'y a pas une très forte jusqu'à présent. Peut-être ça va changer d'ici demain. Mais aujourd'hui, il y a une assez faible présence de supporters français. Par comparaison aux supporters uruguayens qui étaient très nombreux à descendre du train et à être déjà présents, on peut voir quelques milliers. Alors c'est pas non plus comme les Colombiens, c'est-à-dire que ça crie un petit peu moins pour pour parler assez simplement. Mais ils sont quand même présents en masse, on les voit avec les maillots bleus célestes dans le centre-ville. Et quelle est la réaction plutôt des supporters français quand ils te voient avec les couleurs de l'ennemi sur les épaules, mais un accent que ne renierait pas Alexandre Dumas? Non, une très bonne réaction. Et pour les quelques-uns, alors on parle de 4-5 avec qui j'ai pu discuter, parce qu'évidemment on ne parle pas avec tous les supporters présents sur place, mais un très bon accueil. Et puis aussi une connaissance malgré tout du football uruguayen qui disons plutôt supérieur à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'ils savent quand même, ils ont vu les matchs, ils connaissent à peu près l'équipe. Alors, évidemment, il y a les têtes d'affiche comme Cavani, notamment ceux qui sont supporters du PSG qui le connaissent bien. Mais même pour les autres joueurs, donc plutôt justement, alors le peu qui sont là pour le coup, ils sont pas très nombreux, mais ils sont plutôt connaisseurs et c'est plutôt agréable de parler avec eux. Très bien, écoute, parlons justement un petit peu plus de cet Uruguay qui s'avance vers son quart de finale, avec ou sans quelqu'un que tu as cité, c'est le grand doute sur la disponibilité ou non d'Edinson Cavani. Alors oui, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que ça fait un petit peu le sujet de la journée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que je pense que malgré tout, il y a d'autres joueurs remplaçants qui peuvent prendre sa place, comme Christian Stuani, qui sera celui qui prendra sa place à 99,9% demain. D'après les derniers entraînements d'aujourd'hui, Cavani devrait pouvoir prendre sa place sur le banc des remplaçants pour éventuellement peut-être rentrer en fin de match si besoin. Mais voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut savoir garder son calme et savoir qu'il y a d'autres joueurs qui sont là éventuellement, qui pourront le suppléer. Pour situer un petit peu qui est Christian Stuani pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est déjà un joueur qui est en sélection depuis 2011 ou 2012, j'ai plus la date exacte en tête. Il y a 6-7 ans, qui est un joueur polyvalent, plutôt deuxième attaquant dans le profil de Cavani quand on l'a vu justement en équipe du Uruguay, mais qui a été capable de marquer cette année une quinzaine de buts en Liga espagnole, donc quand même un joueur de qualité. Il évolue au sein du club de Girone, je vais pas le faire, Giron avec l'accent espagnol, en Ligue espagnole, et il intéresse notamment l'Atlético Madrid. Donc ça donne un petit peu l'acabit du bonhomme. Très bien, donc selon toi, ce sera, il va opter pour un remplacement poste pour poste. Il n'y aura pas de modification tactique avec un milieu de terrain plus dense. Alors oui, ça c'est à 99,9% sûr parce que l'équipe a bien fonctionné comme ça jusqu'à présent. L'équipe peut très bien avoir un profil défensif, c'est-à-dire jouer bas sur le terrain par exemple, avec les deux attaquants. C'est exactement ce qui s'est passé contre le Portugal. C'est que l'équipe pouvait très bien défendre à l'entrée de la surface pour annihiler les efforts de vélocité offensive de l'adversaire. C'est ce qui pourrait se passer contre la France, c'est-à-dire que s'ils veulent annihiler un petit peu Mbappé et Griezmann, ils peuvent très bien défendre très bas, et malgré tout à conserver les deux attaquants de pointe, dans le cas de Suarez et Stuani, pour pouvoir continuer malgré tout à apporter une pression offensive sur l'adversaire. Je pense que ça se goupillera comme ça demain. C'est-à-dire une équipe non pas avec un milieu renforcé, mais bien dans le 4-4-2 qu'on a vu jusqu'à présent, avec toujours cette spécificité sur l'axe de côté gauche, mais surtout avec une équipe qui peut jouer bas et qui peut aller frapper fort l'adversaire en contre. Très bien, écoute Jérôme, on te retrouve du coup demain pour débriefer ce match
voilà, c'est comme l'Argentine avec Nicolas, ça fait partie du giron lucarne opposé, mais en même temps, pour une fois, je ne souhaite, ou alors je souhaite à l'Uruguay tout sauf la victoire, si ce n'est un bon match, éventuellement. Donc je souhaite de passer un très bon moment, et on se retrouve demain. J'entends bien, et juste une dernière remarque qui est plus mon point de vue personnel là pour le coup, c'est que c'est vraiment un groupe extraordinaire, ce qui a fait l'Uruguay sur les dernières années, les hommes qui la composent aujourd'hui, et qui font que vraiment c'est un groupe de personnes qui méritent d'aller un petit peu plus haut. Après voilà, ça c'est mon opinion personnelle évidemment. Tu as lu mon édito, évidemment je serai derrière les Français, je souhaite une victoire des Français, mais tu as lu ou plutôt écouté mon édito sur la Céleste, tu sais ce que j'en pense. Voilà. C'est à peu près le même point de vue que toi. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme, à demain. Allez, à demain. Il était dit lors de ces quarts que le giron lucarne opposé affronterait celui de la francophonie. Après Uruguay-France, voici donc Brésil-Belgique oufti. Accueillons Marcelinho pour le point Seleção. Bon dia, boa tarde, boa noite, Marcelin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. J'ai dit les trois parce que... Mais en fait, oui, c'est le soir chez toi, donc c'était tout simplement boa noite qu'il fallait choisir. Et oui, boa noite, car nous allons, comme d'habitude avec Marcelin, parler de la Seleção, qui s'avance elle aussi vers un quart de finale francophone, puisque ce sera contre la Belgique d'Eden Hazard, Romelu Lukaku et Thierry Henry, dont Lukaku est le protégé et dont Thierry Henry, je crois, a dit qu'il l'avait spécialement préparé pour le Brésil. Un Brésil qui va s'avancer pour ce quart de finale sans un de ses piliers, sans Casemiro, sa sentinelle, comme on a l'habitude de dire en français, son milieu défensif est vraiment une de ses pierres angulaires. Est-ce que tu penses que l'équipe peut véritablement être fragilisée par cette absence? Je pense que c'est une absence difficile à remplacer. Ce sera Fernandinho qui sera titulaire à sa place, donc ce sera peut-être Paulinho qui va glisser en sentinelle. Je sais pas qui de Paulinho ou Fernandinho jouera à la place de Casemiro. Mais ouais, je pense que Casemiro c'est vraiment quasiment l'âme de cette équipe et celui qui tient vraiment aussi bien le bloc défensif et qui permet aussi d'aller vers l'avant. Donc je pense que ouais, c'est une grosse absence pour le Brésil et ça sera pas facile sans lui. Notamment, je pense, parce que est-ce que tu penses que c'est même une absence qui pourrait être plus préjudiciable que celle de Neymar? Parce qu'on sait, Neymar, encore un jaune, et il n'aura pas de semi-finale. Et ça me faisait poser cette question. Est-ce que l'absence de quelqu'un, comme tu le dis, et à raison, je suis totalement d'accord avec toi, qui tient à ce point-là le bloc de l'équipe, est plus préjudiciable que quelqu'un comme Neymar, qui est le leader technique, mais qui, somme toute, dont l'absence peut être palliée par un ensemble collectif très technique aussi, avec Coutinho, Willian, etc. Bah, du coup, ouais, il y a plus de solutions pour remplacer Neymar, même si bon, j'espère qu'il sera pas suspendu et l'absence de Neymar serait très difficile. Mais c'est vrai que c'est plus facile de le remplacer. On peut mettre Coutinho à sa place, on peut mettre Douglas Costa qui est revenu de blessure aussi. Alors que Casemiro, je trouve qu'il y a personne dans l'effectif qui a ces qualités qu'il a et ce rôle dans l'équipe. Donc les deux joueurs sont importants, mais c'est vrai que je vois pas de vrai remplaçant à Casemiro, alors que pour Neymar, on peut le trouver un peu plus facilement. Et oui, et pourtant le Brésil devra faire sans Casemiro, mais enregistrera a priori le retour de son latéral gauche, Marcelo, qui revient donc de sa blessure au dos. On l'a vu, on a vu une vidéo circuler à l'entraînement où il enchaîne un petit travail technique, petit travail de passe en petit espace avec de très belles déviations en talonnade. Comme on dit, des passes de lettres, on dit un petit peu au Brésil. Le retour de Marcelo, tu penses que c'est un retour vraiment parce qu'il est à 100%, il peut rejouer, ou c'est plus pour le leadership? Non, je pense qu'il sera à 100%. Même déjà en huitième de finale, Tite a dit qu'il avait 60 minutes dans les jambes, donc
il a préféré ne pas le faire jouer. Donc là, je pense que ouais, il pourra être à 100%. Je pense que la blessure au dos, c'était un petit quelque chose, mais il aurait pu, si c'était vraiment nécessaire, jouer déjà le huitième de finale. Donc là, je pense que pour le quart de finale, il a plusieurs entraînements dans les jambes, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Marcelo. De l'autre côté, du côté droit, Fagner le joueur du Corinthians, avait pris la place de Danilo. Après la blessure de Danilo, Tite avait maintenu Fagner en étant puisque satisfait de ses performances, et a raison, puisqu'il a fait des très bonnes performances. Est-ce que tu crois que Fagner va être reconduit? Oui, il sera encore titulaire. Tite a annoncé son 11 déjà, avec Miranda capitaine. Et oui, je pense qu'il sera titulaire. Après, là, il va avoir un gros client en face de lui avec Eden Hazard dans sa zone. Donc on verra, mais c'est vrai qu'il a fait des bons matchs dans cette Coupe du Monde. Donc on espère que ça continuera comme ça. Et ouais, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter cette place de titulaire maintenant. Fagner, je fais un petit clin d'œil quand même, qui est un joueur 100% Lucarno Posé, puisque un pur joueur du Brasileirão, du championnat brésilien, et qui est parti faire une petite pige en Chine, du côté de la Chine, pour revenir au Corinthians dans le Brasileirão. Donc voilà, des championnats 100% Lucarno Posé, et on peut voir comme quoi un joueur venant de ces championnats-là est tout à fait compétitif pour une compétition telle que la Coupe du Monde. Pour terminer, j'ai envie de te poser une question, Marcelin. Sans revenir sur le débat des simulations de Neymar, parce que ça a été fait et refait dans tous les médias et par tout le monde. Moi, je me pose une question, je me demande si ça fait pas le jeu du collectif, tout ça, puisque, comme souvent, quand une grosse vedette attire le feu des critiques comme lui, eh bien, on ne voit absolument plus, on ne se pose aucune question sur le reste de l'équipe. Et c'est vrai, ça fonctionne avec Neymar. Tout le monde parle des simulations de Neymar, tout le monde débat de s'il a raison, s'il a tort, si on le comprend, si on ne le comprend pas. Et à côté de ça, l'effectif avance dans un calme absolument olympien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que Neymar a cette capacité d'attirer la lumière vers lui. Et du coup, forcément, ça permet au groupe d'avancer tranquillement. C'est vrai qu'on ne parle pas du tout des autres joueurs. Après, sur les derniers matchs du Brésil qu'on a vus, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de problème à souligner. Mais du coup, je pense que Neymar a cette capacité d'attirer la pression sur lui. Je trouve qu'il la supporte assez bien. Et ça permet au Brésil d'avancer sereinement. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du coup d'autres choses qui pourraient se passer à l'intérieur du groupe. Tout est vraiment centré sur Neymar. Je pense qu'il a la capacité de supporter cette pression et d'y répondre. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne chose finalement qu'on parle que de Neymar et qu'on laisse les autres joueurs un peu plus tranquilles. Très bien. Bon, eh bien écoute, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à le jouer, ce quart de finale, et on verra si Neymar supporte une fois de plus la pression et ne prend pas ce petit jaune qui lui ferait manquer une éventuelle seconde demi-finale. Merci beaucoup Marcelin, on se retrouve du coup demain pour débriefer ce Brésil-Belgique. Ciao Marcelin. Merci à toi, salut. Dans la culture populaire, le Brésil n'a qu'un docteur, le père de la démocratie corinthians, le mythique Socrates. Pourtant, une décennie avant lui, un autre docteur avait déjà changé le cours de l'histoire, son nom Afonsinho, dont Nicolas nous raconte l'histoire aujourd'hui. « 5 juillet 1982, le Brésil affronte l'Italie pour une place en finale de Coupe du Monde. Ce jour-là, l'incroyable Armada Auriverde va se casser les dents sur l'Italie de Paolo Rossi, malgré Falcao, malgré Zico, malgré Socrates, le capitaine. 4 ans plus tard, le docteur sera de nouveau présent et quittera la Coupe du Monde en quart de finale, battu par la France au terme d'un match resté dans les mémoires collectives à la fois françaises et brésiliennes, probablement l'un des plus beaux matchs du fabuleux mondial mexicain. Ah, Socrates, voilà un nom qui fait frétiller les neurones de la mémoire de tout amoureux du football. Celui qui, comme disait Pelé, jouait mieux de dos que la plupart des joueurs de face, est resté dans l'histoire comme le docteur qui a tout changé, l'un des pères de la démocratie corinthienne en pleine dictature. Il est pourtant un autre docteur qui l'a précédé et qui a aussi profondément changé le football à Auriverde, son nom, Afonsinho.
Fils d'un employé de chemin de fer et d'une professeure, Afonso Celso Garcia Reis naît à Sao Paulo le 3 septembre 1947. Il grandit dans l'état de Sao Paulo et parallèlement à ses premiers exploits sur les terrains, il suit des études de médecine. Déjà issu d'une famille militante, Afonsinho profite de ses études pour côtoyer les milieux de gauche, les lieux où se mélangent les artistes, les musiciens, les intellectuels. Il en acquiert définitivement sa couleur politique, son désir d'opposition à la dictature militaire installée au pays depuis 1964. Et il hésite alors à choisir entre s'engager dans la lutte armée contre la junte militaire ou alors tout simplement poursuivre sa carrière de footballeur. Il choisit finalement le football qu'il considère comme le meilleur outil de résistance. Arrivé à Botafogo en 1965, Afonsinho s'installe au milieu et conquiert plusieurs titres avec le Fogão à la fin de la décennie. Mais à l'approche des années 70, sa carrière bascule en raison notamment et justement de sa couleur politique et de son insoumission. Le club lui demande alors de se couper les cheveux et de se raser la barbe, l'un des symboles à l'époque de la subversion. Afonsinho est alors enregistré au Serviço Nacional de Informações, le SNI, où il est décrit comme subversif et communiste. Il refuse évidemment de se couper les cheveux et de se raser la barbe et se retrouve alors totalement placardisé. La dictature militaire qui était arrivée, on l'a dit, au pouvoir en 1964 avait compris que le football était un moyen de contrôle des masses. En effet, pendant que le peuple se passionne pour la séleção ou les clubs, il ne se préoccupe pas des affaires politiques. Alors, tout devait être sous contrôle, rien ne devait dépasser. C'est ainsi par exemple que le communiste João Saldanha va être écarté de la sélection au profit de Mario Zagallo qui ira chercher la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Une compétition à laquelle, bien évidemment, Afonsinho n'est pas convié. Il faut dire que Mario Zagallo l'avait déjà écarté du Botafogo, le décrivant comme un leader négatif. Entre 1968 et 1970, le temps de jeu du meneur s'était en effet réduit à peau de chagrin, au point qu'il ne figurait même plus dans le groupe. Il avait alors décidé de s'entretenir avec Zagallo, provoquant la consternation de certains de ses coéquipiers. Imaginez, un tel acte, à l'époque, n'était clairement pas accepté, et son apparence physique, subversive, posait véritablement un problème. Alors Afonsinho va être envoyé à Olaria, où il va jouer afin de pouvoir continuer à payer ses études de médecine. 6 mois plus tard, il est de retour à Botafogo, mais rien n'a changé, ni son apparence, ni son comportement. Il se voit alors interdit de participer aux entraînements, et surtout, en 1971, son salaire de joueur est suspendu. Cet événement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'en est trop pour Afonsinho, qui va alors entreprendre une action en justice en pleine dictature. Sa volonté est de changer clairement l'histoire du football brésilien. Avec ses avocats, il décide d'attaquer le club et réclame le droit de négocier directement ses contrats, de pouvoir choisir librement où il peut être transféré, alors qu'à l'époque, les clubs, ou parfois les agents, possédaient une sorte de droit de propriété sur les joueurs que l'on appelait le passe. En 1971, Afonsinho devient ainsi le premier joueur à obtenir le droit de négocier lui-même son transfert avant la fin de son contrat. Plusieurs décennies avant Bosman, il ouvre une brèche. Sa victoire au tribunal lui permet en effet de prendre son destin en main. Afonsinho va alors voler de club en club, luttant pour faire des athlètes, des agents libres, maîtres de leur avenir. Afonsinho ne se battait pas seulement pour ses droits, il voulait changer la société, lutter contre l'injustice. En ouvrant cette brèche, en remportant ce combat, il permet aux footballeurs de sortir de leur situation précaire, il les libère. De son côté, il poursuivra ses études, deviendra ensuite psychiatre et s'occupera de l'insertion des handicapés mentaux dans la société brésilienne en utilisant notamment les loisirs sportifs pour aider à leur épanouissement. 27 ans plus tard, la loi 96-15 du 24 mars 1998, appelée loi Pelé, a franchi l'ensemble des joueurs brésiliens. Elle n'entrera en vigueur qu'en 2001, soit 30 ans après la libération de son père fondateur, de son initiateur, Afonsinho. Un joueur libre, un homme libre, je n'en connais qu'un seul, dira Pelé plus tard, Afonsinho. Gilberto Gil lui dédie une chanson, Meio de Campo, que vous entendez en fond sonore. Quelques années avant le docteur du Corinthians, un autre médecin barbu venait en effet, en 1971, de changer l'histoire du football brésilien. Traz a domingo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 21e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux
Pas de match, pas de VO, mais vous en faites pas, elle revient bientôt. Quant à moi, je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis!